Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans la conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugée. Tree TV, la télé interactive. Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous et à toutes. Entre ceux qui détruisent la loi et ceux qui l'observent, point de neutralité possible. Neutralité ne veut pas dire impassibilité, mais impartialité. Or, il n'y a pas d'impartialité possible en présence du droit et de la justice violée par le crime. C'est un propos de Rui Barbosa de Oliveira, c'est un écrivain, juriste et politicien brésilien qui l'a tenu lors d'une conférence sur la faculté de droit de Buenos Aires. C'était le 10 juillet 1917. Nous vous invitons à méditer 100 ans après cette pensée de l'écrivain. Bonne méditation et bienvenue au tribunal de l'actualité. Disons bonjour aux deux juges au siège. Bernard Boukma, Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Boukma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce matin, encore une fois, nous siégeons pour apprécier l'actualité nationale et internationale. Et ce matin, nous avons décidé de parler de cette récurrence de bras de fer entre la mairie de Ouagadougou et des organisations de la société civile, vous le savez, voulant occuper l'espace communal aux fins de manifestations citoyennes. Après Pascal Zaïda en 2017 qui avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour occupation et trouble à l'ordre public sans autorisation. Après la manifestation dispersée de l'UAP, l'Union d'Action Populaire, c'est au tour de la marche anti-impérialiste qui vient de se voir opposer une fin de non-recevoir parce qu'il étant jugé inopportune par la mairie. Alors quel regard porter à cette situation? L'autorité communale est-elle liberticide ou bien ce sont les organisations de la société civile qui ont bien des choses à revoir? On va porter un jugement à travers la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie, nous parlons de cette information qui nous a été partagée par nos confrères du journal Le Pays qui cite des sources crédibles selon laquelle une pression est exercée sur le Burkina Faso au sein de la communauté internationale pour qu'il accepte une mission de maintien de paix sur son sol au regard de la situation sécuritaire. Et ce journal dit en tout cas que les autorités burkinabées ne sont pas emballées par cette idée. On va y porter un jugement, ça peut être une affaire qui va avoir un développement les jours à venir et le tribunal se prononcera dès à présent. Voici les deux sujets retenus pour l'appréciation officielle. Nous allons prendre les propos des juges au siège. Bernard Boukma à la parole. Merci Président. Alors aujourd'hui nous sommes au 9 octobre et le feuilleton judiciaire de la famille CDP se poursuit parce qu'il y a l'El Kwanda également qui avait, ça fait 5, donc il y a 5 plaintes qui ont été déposées
et donc qui vont être examinés donc devant le tribunal de grande instance, étant donné que la juge des référés ayant estimé que il y a des débats au fond, donc un référé ne permet pas de gérer. Donc l'affaire part à une autre étape. Donc entre autres, ne pas reconnaître le congrès extraordinaire qui s'est passé. Donc des gens qui ont été éjectés du bureau politique national et qui contestent. Et donc il y a ces arguments-là effectivement arrivent. Donc il y a un dossier de fond qui a été initié. Donc on attendra de voir la suite de ce que les choses vont pouvoir, la tournure avec laquelle les choses vont être amorcées. On se disait qu'après le congrès extraordinaire, la sérénité est revenue. Mais bon, tout porte à croire quand on a vu la passe d'armes verbales qui a eu lieu par médias interposés ou bien par réseaux sociaux interposés, on s'est dit que ce n'est pas encore la fin de la pluie, quoi, au niveau du CDP. Donc, mais comme on l'a toujours dit, il y a des échéances électorales qui pointent à l'horizon, mais en attendant, il y a d'autres problèmes à régler au niveau de la famille, CDP. Donc, on attend cette journée pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer en ce qui concerne ce dossier. Et bon, c'est pas aussi sûr que ce soit la fin des dossiers judiciaires au niveau de cette famille CDP. Donc, on est parti aussi peut-être pour des feuilletons PAI. Entre-temps, un parti politique, les procès se multiplient. Il y a un qui gagne, après un qui perd, un qui revient gagner. Et puis bon, on y va, quoi. Voilà, donc on attendra de voir. Et ça sera tout pour votre avant-propos. Oui, ça va être tout. Merci bien pour ce regard sur la crise qui secoue le CDP. Geoffroy Varra, c'est à vous pour votre avant-propos, sinon vos avant-propos. Mon avant-propos, je vais revenir sur la Guinée. Je l'annonçais ici déjà, les crimes qui pointaient à l'horizon. Quand on voit l'échec du dialogue qui avait été initié sur les deux questions que sont le référendum possible sur une révision de la Constitution et la question des consultations électorales concernant l'élection des députés, le vendredi 4, ils sont sortis, on dira comme ça, en queue de poisson. Parce que la question qui pour beaucoup elle est dorsale, c'est la question de la Constitution et de sa révision. Et le durcissement du ton, moi je l'annonçais, on le voyait venir. Maintenant c'est la politique de la chaise vide à l'Assemblée nationale, c'est les marches, tout ça se mute en Guinée. Alors que le gouvernement aussi a fait sa sortie et on l'écoutait encore depuis hier jusqu'à même aujourd'hui. On dit qu'ils ne vont pas tolérer quelques troubles que ce soit et quelques volontés de troubler la quiétude des Guinéens. Dans cette affaire guinéenne, on se pose la question de savoir qui trouble la quiétude, notamment des populations. Est-ce que c'est pas un président qui annonce qu'il faut se préparer à une révision constitutionnelle, ce qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat, ou bien c'est ceux qui s'érigent en défenseurs de la démocratie et de certain nombre de règles, dont la limitation des mandats. C'est la grande question qu'on pourrait se poser, mais on est dans un secteur et dans un domaine qui est la politique, où tout le monde a l'art de se victimiser et tout le monde a l'art de tourner l'autre en bourreau. Mais dans tout cela, je pense que celui qui a le maître mot à la fin, c'est bien le Guinéen. Et quand je dis le Guinéen, c'est de façon générale, parce que derrière les débats de chapelle, derrière la course vers un fauteuil, fut-il seul à une présidentielle, il faut que les gens sachent que derrière il y a aussi l'avenir de tout un peuple qui se joue. Et c'est lui qui décide à la fin, et quelquefois dans les urnes, et puis quelquefois aussi dans la rue. Je pense que certains pays comme le Burkina ont eu à montrer la leçon lorsqu'il y a eu certaines volontés. Ce n'est pas un appel pour ce qui est des Guinéens à emprunter la même voie, mais c'est pour moi aussi un rappel pour ceux qui ont encore envie de s'éterniser au pouvoir, de se dire qu'il y a ça encore de possible. D'accord. Merci également à vous, juge Varra, pour ce regard sur l'actualité. À présent, mesdames, messieurs, on va porter notre regard sur la première affaire enrôlée, à savoir la récurrence de ce qu'on peut appeler un bras de fer entre la mairie de la ville de Ouagadougou avec certaines organisations de la société civile qui veulent occuper l'espace public communal pour des manifestations citoyennes, disent-elles.
Et on a fait un retour pour porter un jugement général, parce qu'on a vu qu'en 2017, Pascal Zaïda avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour occupation et trouble à l'ordre public sans autorisation. Récemment, c'est l'activité de l'Union d'Action Populaire, l'UAP, qui a vu son activité, en tout cas, refusée par la mairie. Cette fois-ci, on parle de la manifestation contre l'impérialisme au Burkina Faso, on va dire, qui a été également, qui n'a pas reçu d'autorisation de la part de la mairie pour tenir l'activité. Du coup, les organisateurs ont dû revoir un peu leur agenda, reformuler un peu les activités. En lieu et place d'une marche meeting, ça va être un meeting au niveau de la Bourse du Travail, pour ce qui est de la marche anti-impérialiste. Alors, Bernard, on porte un jugement général parce que cela est devenu de plus en plus fréquent, ce type d'opposition entre l'autorité communale et certaines organisations de la société civile. Et on voit souvent quand l'autorité est à couteau tiré avec certaines organisations, c'est souvent en termes d'interprétation des textes. Est-ce que, en ce qui concerne le droit de manifester au niveau de l'espace public communal, sommes-nous en présence d'une situation d'interprétation des textes ou bien de violations flagrantes et en connaissance de cause? Bon, les deux. Nous sommes dans les deux. Parce que si on prend la marche qui a été initiée par l'unité d'action populaire et qui a été effectivement réprimée à coups de gaz lacrymogène, il y a eu une interprétation des textes, une guerre d'interprétation jusqu'à ce que les gaz lacrymogènes sortent et puis les uns et les autres replient au niveau de la Bourse du Travail pour tenir sûrement le meeting qui était prévu. Donc là, effectivement, pour ceux qui ont déposé le préavis, ils sont dans les délais compte tenu de la qualité de leurs membres. Pour le gouvernement, il n'en est pas question, ils ne sont pas dans les délais. Et donc la loi pour ceux qui nous gouvernent est claire à ce niveau. Donc il y a eu une guerre d'interprétation des textes, personne n'a voulu reculer. Les organisateurs n'ont pas voulu changer de date pour se conformer à ce que le gouvernement a dit, en donnant la chance de savoir si réellement c'est la marche qui n'était pas voulue ou bien c'était tout simplement une manœuvre pour pouvoir casser effectivement leur lutte comme ils l'ont dit. Du reste, en son temps, il y a eu beaucoup de sorties et beaucoup de pression autour de cette marche. Donc là, effectivement, en son temps, il y avait une guerre d'interprétation. Pour certains, c'est un argument tout trouvé pour qu'il ne marche pas. Mais pour le gouvernement, il n'en est pas question. Il faut vous conformer et puis passer à autre chose. Là, effectivement, c'est différent de ce que la mairie dit dans ce cadre-ci. Parce que là, on dit au regard du contexte. Donc il y a quand même une justification. Ce n'est pas la question de délai qui est beaucoup plus donnée. Je crois qu'il y a un argument qui est quand même... il y a un argument qui est sorti. Dans tous les cas cités, je pense que cette formule est revenue, que ce soit pour Pascal Zaïda, que ce soit pour l'UAP ou... Mais pour l'UAP, la question de délai a été mise en avance pour dire qu'elle est illégale. On n'a pas, là-bas, ce n'est pas la question de la légitimité, il y a le contexte, mais ce qui est mis en avant par le gouvernement pour rejeter, c'est la question de l'illégalité. Nous avons suivi la sortie du ministre porte-parole du gouvernement, et que c'est une marche illégale. La mention même pour ne pas l'accuser de réception qui a circulé sur les réseaux sociaux, le justificatif donné pour ne pas recevoir, c'est illégal, ne sont pas dans les délais. Donc ici, là-bas, ce n'était pas la question du contexte seulement de la légitimité qui est mise en avant, c'est beaucoup plus la question du délai. Mais ici, on dit au regard du contexte. Donc je pense qu'il y a quand même deux éléments différents. Donc on ajoute à la question de la sécurité, comment on appelle ça, l'argument délai qui est beaucoup plus utilisé, étant donné que le caractère illégal se fonde beaucoup plus sur le retard, sur les délais qui ne sont pas respectés, plutôt que sur le contexte sécuritaire. Je pense que les sorties avaient mis en avant la question du délai. Mais ici, la note, si je l'ai bien lu et bien compris, elle parle moins de la question du délai. Elle parle beaucoup plus du contexte sécuritaire, du contexte actuel dans lequel nous vivons. Geoffroy, est-ce qu'un débat juridique doit se mener parce qu'en la matière, on dit qu'on n'a pas véritablement besoin d'une autorisation, c'est juste une lettre d'information pour dire que nous voulons occuper l'espace public pour manifester pour tel objet. Et là, on s'étonne de voir souvent que la mairie dit que je ne peux donner suite à votre requête comme si c'était une demande. Non, mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a la note d'information, mais il y a l'obligation de sécuriser la marche.
C'est ça aussi, d'éviter tout débordement et qui est responsable et ceci et cela. C'est pour ça, lorsque vous lisiez par exemple la réponse du maire, elle est très claire. Elle dit: au regard du contexte sécuritaire actuel et de la mobilisation des forces de défense et de sécurité à cet effet, j'estime votre manifestation inopportune. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne pose pas le débat de la légalité, il pose le débat de l'opportunité. C'est même pas un débat. Il tire les conclusions d'opportunité sur la question de est-ce opportun ou pas. Et ce qui me dérange un peu, c'est quand on dit au regard du contexte sécuritaire actuel et de la mobilisation des forces de défense, est-ce que ça veut dire que le contexte sécuritaire fait que nos forces sont mobilisées outre part et que pour sécuriser la marche, ça sera un peu plus difficile? Auquel cas, c'est pour moi c'est une réponse qu'on donne en termes d'inquiétude, quitte à ceux qui veulent marcher, de donner la garantie qu'ils pourront s'occuper de leur propre sécurité, ou bien que si débordement il y a, c'est clair qu'ils vont répondre dans tous les cas, qu'il y ait insécurité ou pas. S'il y a débordement, c'est eux qui vont répondre de ces actes-là. Mais quand on finit par dire que la manifestation est inopportune, ça pourrait vouloir dire qu'on n'a pas les forces pour vous sécuriser, mais en même temps aussi, on émet un jugement de valeur même sur les raisons pour lesquelles vous sortez. Est-ce que là, on ne dépasse pas, on ne surpasse pas ces prérogatives communales? Est-ce que le maire a le droit de porter un jugement sur l'opportunité d'une activité? Vous posez la question de savoir, est-ce qu'une marche peut être interdite? On sait qu'elle peut être interdite. Maintenant, les raisons sont données. Maintenant, je dis, on lit pas clairement dans les raisons qui nous sont données. Est-ce que c'est parce qu'il y a des forces il y a des forces qui sont beaucoup plus déployées pour autre chose et que pour venir sécuriser une marche aujourd'hui, ce n'est pas une priorité? Ou bien c'est parce qu'on est dans une situation sécuritaire telle que les questions qui sont posées ne sont pas les problèmes de l'heure, il faut qu'on aille à autre chose? Ou bien c'est parce que dans la marche, cela pourrait susciter, avec le contexte qu'on a, des choses qu'on ne pourrait pas gérer après? On pourrait parler d'infiltration, on pourrait parler de ceci, on pourrait parler de cela. Même en Occident, on sait que même les simples marathons, c'est-à-dire des rendez-vous qui mobilisent des foules, c'est les moments les plus ciblés, notamment par les forces terroristes, parce qu'ils cherchent le nombre, ils cherchent à faire mal avec le plus grand nombre de morts, et donc ils cherchent là où il y a la foule, ils cherchent là où il y a des grands ensembles. Bon. Mais en même temps aussi, quand vous regardez, ce n'est pas la manifestation en elle-même qui est interdite, c'est qu'elle est confinée. On ne dit pas, vous n'avez pas le droit de manifester ou bien de dire ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de tenir votre meeting, mais la question marche, nous n'en voulons pas. C'est le message clair qui est donné. Maintenant, moi, je me dis aussi qu'on ne peut pas faire une lecture ex nihilo, s'en tenir seulement à la déclaration du maire. C'est que le maire, quoi qu'on dise, je ne dirais pas que c'est un relais ou quoi, mais je le vois mal s'opposer à une dynamique commune à celle du régime actuel. La première marche, il y a eu le prétexte moi j'appelle le prétexte du délai qui a été donné de 15 jours. Quand on a écouté le ministre de la Communication, on le sentait, parce que la question est revenue plusieurs fois, on le sentait très mal à l'aise. Il dit, lui, il a son interprétation en tout cas de la loi. Quand quelqu'un vous dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour lui, il est une catégorie de travailleurs pour lesquels il faut 15 jours avant. Moi, je ne vais pas aller chercher parmi les travailleurs ceux qui sont concernés par la loi. Ce n'est pas écrit sur les fronts, donc j'interdis. Il y a d'autres marches qui se sont tenues avant. Voilà, donc la logique pour moi, elle peut être partielle et conjoncturelle. Quand on fait une lecture, c'est de façon globale et ça s'applique dans le temps. Donc on sent qu'il est mal à l'aise sur le sujet. Donc il y a une vraie volonté, et ça c'est clair, d'éviter les marches. Pas les meetings, les marches. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est un moyen d'expression qui fait un peu plus mal à ceux qui sont en place aujourd'hui? Est-ce que c'est une démonstration plus forte d'un désaveu et peut-être aussi d'un aveu de ce qu'est la disproportion de la réponse qu'on attend aujourd'hui sur le besoin de sécurité? Est-ce que c'est pas, lorsqu'on verra le monde
dans les rues de Ouagadougou, ça ne sera pas aussi quelque part l'aveu, la photographie claire que le régime est désavoué ou qu'il y a un problème de compétence. Il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. On préfère les confiner quelque part, tant qu'ils taperont leur tam-tam et qu'ils diront ce qu'ils veulent entre eux, dans une enceinte, qu'elle soit pleine ou pas, c'est pas ça le problème. Mais qu'on le voit et que ça nous rappelle des marches historiques dans Ouagadougou, ça veut dire que juste quelques années après que vous venez au départ, c'est un cinglant carton qu'on vous adresse, c'est un carton qui a une bonne couleur rouge. C'est peut-être ce qu'on ne veut pas voir, il faut se dire la vérité. Maintenant, est-ce que le contexte n'est pas aussi une raison objective? On va porter la question à cette dimension un peu plus tard. Mais Bernard, on voit ici que la raison principale avancée, pour ne pas dire le prétexte, au niveau de l'autorité communale, c'est la situation sécuritaire. Est-ce que pour que sa position soit comprise, il n'aurait pas fallu qu'elle prenne une note pour informer à toute la classe sociale que, en raison de la situation sécuritaire, nous ne sommes pas en mesure d'autoriser désormais les manifestations et les occupations des places publiques? En tout cas, c'est un seul argument qui a été donné, ce n'est pas deux arguments. Et c'est ce que Geoffroy Ali il a dit au regard du contexte sécuritaire. Il y a le contexte sécuritaire, voilà. Et puis il y a la mobilisation des forces. La mobilisation des forces de défense et de sécurité, c'est tout. Donc ce n'est pas une question de délai, d'interprétation des textes, vous c'est permis, c'est pas permis, non. C'est compte tenu de la situation, il faut laisser tomber. Point. Donc, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Je vous comprends, mais compte tenu du contexte, je ne peux pas. Et bon, effectivement, il y a lieu de s'interroger parce que c'est sur la question maintenant des rassemblements. Les partis politiques se rassemblent facilement. Donc, ce week-end, vous avez vu le parti au pouvoir s'est rassemblé dans un terrain pour la troisième ou deuxième édition pour un match de football. Edi Kombogo, je crois qu'il était à l'arrondissement 6. Donc, c'est déjà deux partis qui sont sortis ce week-end. Je parle de ceux qui ont médiatisé. Je ne parle pas aussi des autres partis qui sont sortis mais qui n'ont pas médiatisé. Donc, il y a eu plusieurs sorties. Donc, ça veut dire quoi? Les politiques se rassemblent, font des meetings. Ils donnent des messages. Ça, c'est pas de problème. Maintenant, il y a même une activité qui est prévue au stade en soutien aux forces de défense et de sécurité. Bon, ce n'est pas une marche, mais c'est un rassemblement au stade. Alors, est-ce que maintenant, à partir de ce moment-là, comme nous forçons sur le théâtre des opérations, compte tenu du contexte sécuritaire, toute manifestation qui a tendance à faire de la dénonciation n'est pas la bienvenue? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Si c'est comme ça, c'est mieux de dire clairement les choses comme vous l'avez dit. À travers une note, on dit les manifestations de tel genre pour le moment sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, pour qu'on tire les conséquences qui vont avec. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de notre pays ou ailleurs, on voit des moments où c'est suspendu. Après l'affaire Flavien Lébier en 2000, pendant la crise Norbert Zongo, il y avait eu effectivement une mesure dans ce sens-là pour interdire les marches et les meetings en attendant qu'effectivement il y ait de la calmie. Donc pour certains, l'assassinat du jeune Flavien a été utilisé comme un prétexte justement pour pouvoir interdire effectivement ces marches organisées en son temps par le collectif contre l'impunité. Alors aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un contexte différent. Maintenant, l'autorité au fur et à mesure qu'elle est en train d'avancer, on a l'impression que c'est beaucoup plus pour ces raisons-là que les uns et les autres disent qui ne sont pas d'accord. Mais quand on reprend le contexte 2014, pendant les modifications de l'article 37, la marche des spatules, donc des femmes, le 27 octobre, avait été refusée par la mairie. Des barrières de sécurité avaient été dressées, les femmes ont outrepassé, elles ont donné leur message. Mais le contexte dans son temps, pour certaines, pour ce qu'on a comme information, que les organisatrices avaient pris l'initiative sur elles que si d'aventure il allait avoir une répression, elles allaient se dénuder. Donc, peut-être que c'est à cause de ces informations qui ont refroidi les ardeurs des forces de défense et de sécurité et de l'autorité en son temps. Parce que ça allait être très, très difficile également à gérer en son temps. Après, il y a la camp défilé Diabré et ses camarades ont changé de direction.
pour aller maintenant vers Ouaga 2000, qu'on n'ait pas dit prendre la route de Kossiam pour marcher, cette marche a voulu également être interdite. Il y a eu une discussion avec le maire Marin Casimir Ilboudo en son temps pour que la situation se décante, pour que effectivement l'opposition en son temps puisse faire sa marche. Donc aujourd'hui, l'opportunité d'ailleurs de ce dialogue, apparemment, elle n'y est pas. Peut-être que si les uns et les autres se parlaient, ils allaient mieux se comprendre. Ou bien c'est le fait de dénoncer la présence des bases militaires étrangères sur notre sol qui dérange, ou bien c'est le fait de dénoncer l'impérialisme occidental et ses valets locaux au Burkina qui dérangent, ou bien c'est parce que M. le maire est tout simplement un cadre du parti au pouvoir et donc il se voit en même temps, comment on appelle ça, obligé de... Voilà, donc peut-être cela, parce que dans la marche qui s'est passée la dernière fois, il y a des localités qui ont autorisé. Vous regardez le profil de certains maires, en général là où il y avait des maires d'opposition, ça n'a pas été très compliqué. Mais vous avez des maires également qui étaient au niveau du parti au pouvoir, qui avaient donné un accord mais après qui ont annulé l'accord. Donc vous voyez, c'est que ce n'est pas aussi évident. Est-ce que si on avait un maire de l'opposition au niveau de la capitale, les choses n'allaient pas prendre une autre tournure? Je n'en sais rien. Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est parce que c'est un maire du parti au pouvoir qu'il interdit formellement la marche. Non. C'est comme si il a limité la chose à l'aspect politique sans la responsabilité qui va avec sa fonction. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On pouvait avoir un maire de l'opposition, mais qui prend la pleine mesure de la situation et de sa responsabilité, dire je ne peux pas autoriser. Ça peut arriver. Donc ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir, il est du parti au pouvoir qu'il le fait, comme si c'était mécanique, quoi. Voilà, mais c'est des questions que je me pose. On se demande souvent si c'est une délibération du conseil municipal, parce que le maire, même s'il est du parti au pouvoir, tout le conseil n'est pas que MPP et allié. Donc, la lettre est adressée au maire. Je ne crois pas que cette demande doit être soumise au conseil municipal. Je n'ai pas... Si c'est comme ça, ça va être compliqué. À moins de convoquer un conseil municipal extraordinaire pour examiner effectivement cela et puis voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Par rapport à ce genre de demande d'occupation d'espace public, cela relève des prérogatives effectivement du maire. Maintenant, à un certain niveau, ça va engager le conseil municipal. En ce moment, on peut soumettre au conseil municipal. Mais pour accorder cet espace-là, je ne crois pas que le maire ait besoin d'asseoir tout son conseil municipal. Autrement dit, on aurait plusieurs conseils municipaux qui allaient se tenir dans Ouagadougou, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des demandes d'autorisation qui sont déposées sur la table du maire. Voilà. Alors que les sessions sont connues. Il y a les sessions ordinaires et puis il y a la session budgétaire. Dans l'année, je crois que c'est 4 ou 3 sessions et puis on passe à autre chose, quoi. Voilà. Est-ce que, de ce que Bernard a dit tout à l'heure, on peut clairement dire qu'il y a du 2 poids, 2 mesures, parce que à la fois on dit qu'on n'a pas les moyens pour sécuriser les manifestations. Quand on défie l'autorité, on va organiser, on trouve forcément des forces pour venir matraquer et disperser les foules. Est-ce qu'il y a du 2 poids, 2 mesures qui est révélé à travers cette situation? Moi, je ne parlerai pas de 2 poids, 2 mesures, je parlerai de complexité dans l'approche du sujet. Moi, je dis qu'il faut, parce que notre constitution nous reconnaît ça, je pense que ça doit être dans son article 7. La liberté de manifestation et même de cortège et tout. Donc ça veut dire que c'est cher à ce que nous avons comme fondement. C'est-à-dire la liberté de dire non ou la liberté de dénoncer. Le ministre de la communication, il aime le rappeler. Moi, on l'a reçu toujours, il était assis à cette place-là. Et c'est une phrase qu'il aime dire. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Comment se battre pour que les gens aient le droit de dire quelque chose si on leur empêche un moyen d'expression qui est consacré dans notre constitution? Ça, c'est un fait. Maintenant, nous sommes dans un contexte, comme le rappelle le maire. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte particulier aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi vers cette réalité-là? Est-ce que l'interdiction de Ouagadougou ne nous pose pas la question de savoir, peut-être derrière, à quelle menace véritablement nous qui habitons à Ouagadougou sommes exposés, qui sont peut-être de l'ordre du renseignement et qui font que depuis un certain temps, les marches sont interdites. Parce que regardez bien, les meetings, il n'y a pas de problème. C'est quand il s'agit de sortir et de faire des processions qu'il y a des problèmes. Maintenant, jusqu'à présent aussi, ça il faut reconnaître, c'est que les marches sont celles de protestation. Ce n'est pas d'accompagnement. Peut-être que si on a tenté d'accompagner Roch Kaboré, on aurait eu peut-être une meilleure lecture. Mais jusqu'à présent aussi, c'est des marques de protestation. Donc, est-ce que aussi, le contexte n'est pas un justificatif, un prétexte
pour tenter, comme j'ai dit aujourd'hui, de ne pas faire voir la face du monde la réalité de ce que il y a un sentiment aujourd'hui qui est partagé par nombre de Burkinabés, que la réponse qui est donnée sur un certain nombre de questions, que ce soit sur le plan sécuritaire ou même sur le plan des coopérations ou bien sur la question de l'impérialisme comme il veut le dénoncer, ne soit pas du goût des Burkinabés, et que le nom vu en train de déambuler dans les rues de Ouagadougou ne fera pas pour eux bonne presse et sera, je le dis encore, comme un gros désaveu. On n'est pas loin des élections. Il y a des symboles qu'on ne veut pas avoir, et il y a des étendards qu'on ne veut pas avoir, mais qu'on ne veut pas montrer. Ça aussi, c'est une réalité. Donc ça fait que même en analyse ou bien dans la façon dont on regarde ce sujet, je dis, il y a une complexité qu'il faut reconnaître. Il y a des raisons objectives à craindre, comment dire cela, à craindre pour certains événements dont on ne peut maîtriser de façon très claire la sécurisation. Mais il y a la réalité aussi que il y a un contexte qui sert de prétexte aujourd'hui pour un certain nombre de choses. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vous disent, mais c'est vrai, lutte contre l'impérialisme, mais pourquoi c'est le MBDHP qui est devant? Vous voyez comment les gens des suspicions disent, mais c'est pas le mouvement des droits de l'homme et des peuples, pourquoi dans l'impérialisme? Vous voyez comment les gens commencent à réfléchir maintenant. Ce n'est plus la question du combat qui est mené. Ils disent, non, je suis d'accord, mais pourquoi c'est lui qui est devant? Que ce n'est pas clair. Regardez comment les gens sont dans des suspicions. Maintenant, si on doit... c'est pour ça un peu la réponse, le caractère inopportun, la décision finale, ou pas la décision, la conclusion, qui est la marche inopportune. Donc, je ne donne pas une suite favorable, me dérange un peu. Je veux qu'on soit clair sur des questions précises, la question de sécurisation de la marche, ou bien qu'on dise clairement qu'on a des éléments qui font que non, on ne peut pas aujourd'hui autoriser ces choses-là, qui sont de l'ordre du renseignement. Je vois que vous êtes dans l'analyse pour montrer pourquoi nous sommes dans cette situation, alors que j'ai besoin d'un jugement. Nous sommes en démocratie, nous sommes en démocratie, la contradiction est permise, c'est pas la pensée unique. Est-ce qu'on est en droit de penser qu'au regard de la situation sécuritaire, on ne doit plus avoir le droit de manifester qui est consacré dans la Constitution, vous l'avez rappelé tout à l'heure? Je suis désolé, Président, mais le jugement aussi tient compte d'un certain nombre de faits et qui sont les nôtres. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que ça serait simpliste que de vouloir trancher, de dire qu'il n'y a pas un contexte aujourd'hui et qui justifie qu'on n'autorise pas une marche. Et ça serait simpliste de dire aujourd'hui aussi que on a aujourd'hui de façon constitutionnelle garanti un certain nombre de droits, et de ce fait, quel que soit le contexte, on devrait permettre des manifestations. Si demain il y a une manifestation, je touche du doigt, Dieu merci, la table elle est en bois, et que je ne parle pas des débordements, on apprenne qu'il y a quelque chose, un malheur qu'on ne veut pas, qui revient très souvent au Burkina, qu'est-ce qu'on dirait? C'est la question que je pose. Vous êtes glacé. Qu'est-ce qu'on dit? Non, je vous écoute. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir une approche simpliste. J'ai dit aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que les questions de sécurité soient le prétexte pour bâillonner. Maintenant, on n'aime pas les parallèles, les gens n'aiment pas qu'on fasse la comparaison, mais vous prenez Bamako, moi, je suis désolé, prenez la situation sécuritaire au Mali, je ne dirais pas qu'elle est plus délétère, mais elle est encore plus complexe que la nôtre. Ils ont une partie de terre qui est occupée, où des gens sortent, ils tapent, où on tape de partout, mais dans Bamako, vous avez vu sur nos zones, nous avons fait des reportages sur des marches organisées et par l'opposition et par des partis politiques pour dénoncer le même impérialisme. Cela s'est tenu à Bamako ou pas? Évidemment. Cela s'est fait. Il y a eu une mobilisation monstre. Ils sont dans une situation même un peu plus précaire que la nôtre. Mais pour nous, à Ouagadougou, on ne peut pas permettre ça. Je dis, quand on regarde froidement... On ne veut pas ou on ne peut pas? J'ai dit, on ne peut pas permettre ça. Ça, c'est ce que le maire dit. Vous parlez au nom du maire alors? Je ne suis pas son envoyé, je ne parle pas au nom du maire, je suis désolé. J'ai dit on ne peut pas permettre ça, pas qu'on ne veut pas. Si j'ai dit qu'on ne veut pas, je vous avais parlé de jugement tout à l'heure. J'ai dit le sujet est complexe pour l'approcher de façon simpliste. Je pense que nous, en tant qu'analystes, c'est de présenter, c'est de décortiquer pour que chacun puisse se faire un regard à la fin. Pas de venir prêcher notre sentiment sur le plateau. Pour moi, quand on regarde la décision du maire, j'ai dit il y a quelque chose qui dérange dedans. Si à la fin c'est lui qui juge du caractère opportun au regard de la situation sécuritaire, au regard d'un certain nombre de choses, sans dire les éléments de la sécurité qui font qu'on ne peut pas permettre une marche aujourd'hui, des éléments de moi j'ai un petit souci, parce que je reste un peu sur ma faim. Quoique je reconnaisse que le contexte aujourd'hui soit assez particulier pour qu'on soit prudent. Maintenant,
Maintenant, il ne faudrait pas qu'on oublie que la question d'expression et des libertés sont consacrées dans nos textes et qu'on ne peut pas tout bonnement à chaque fois refuser. Maintenant aussi, il y a un point qu'on ne dit pas. Le 16, il y a eu l'interdiction et il y a eu la volonté d'y aller, de braver. Mais cette fois-ci, on dit ok, on va se restreindre à ce qu'on nous permet de faire. Il y a une grandeur aussi qu'il faut reconnaître des organisateurs. Ils peuvent décider, comme on a fait, comme les gens l'ont fait le 16, d'aller à l'affrontement. Mais est-ce que l'accepter, ce n'est pas cautionner une violation constitutionnelle? J'allais continuer pour dire que pour moi, quand vous avez l'impression à un moment donné que vos droits ne sont pas respectés et tout, il y a des moyens légaux. Il y a des moyens légaux, il y a une justice vers laquelle on peut rester pour ne serait-ce que donner la leçon. Pour qu'après on se dise, bon écoutez, est-ce que le maire ne trépasse pas? Est-ce que maintenant, si vous avez aussi la pleine conviction que c'est aussi dans ses prérogatives, vous n'allez pas y aller. C'est aussi cette réalité-là. D'accord. Maintenant, est-ce que dans ce cas de figure-là, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, on ne sait pas quelle juridiction, peut être utile de partager les positions? Donc on a une justice burkinabé, donc s'ils se sentent lésés, effectivement, peuvent aller valoir leurs droits. Donc le juge peut trancher. Le juge peut trancher, mais là c'est un choix. Voilà. Est-ce que c'est opportun, est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Pour ça, maintenant, c'est la liberté est laissée à l'organisateur. Donc, il pouvait effectivement demander une interprétation. Et puis, voilà. Mais j'ai dit ici, ça ici, c'est que le maire a utilisé comme argument, j'ai dit bien, ce n'est pas la question de la loi. Si c'était la question de la loi, on demande à un juge étranger. Mais il a dit au regard du contexte. Le contexte, il est vrai. On a un contexte sécuritaire précaire. On a des soldats au front. Est-ce que c'est pas vrai? Ah oui, mais c'est dans ce même contexte, Bernard, que nous avons des spectacles de musique, que nous avons des activités sociales, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas tout cela? La demande d'entrée de jeu, le maire dit... Et comme on appelle ça, je cite la partie contre la présence, donc une marche meeting contre la présence des bases militaires françaises en Afrique et contre le terrorisme. C'est clair, l'activité est clairement dite. Et c'est une marche meeting, ce n'est pas le meeting en soi. Donc on suppose que c'est le rassemblement qui est l'objet ici. Ce n'est pas le rassemblement, puisque le meeting n'est pas interdit. La dernière fois, quand ils se sont retrouvés à la bourse du travail, il n'y a pas eu de répression. C'est la marche, ce n'est pas le meeting. Donc, les autres activités, c'est contenu dans une enceinte, ce n'est pas dehors. Si on avait vu des marches de soutien qui n'avaient pas été réprimées ou refusées, et que maintenant c'est à leur tour, là on peut dire qu'il y a une affaire de 2 poids 2 mesures. Maintenant, c'est l'aspect meeting n'a pas de problème. Donc, en d'autres termes, si on l'avait organisé au stade du 4 août, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. Je pense, de mon point de vue, parce que ici, ils se sont... Comment on appelle, ils vont se retrouver pour faire le meeting. À la bourse du travail, ils se sont retrouvés pour faire le meeting. Est-ce que si ça allait être au stade du 4 août, ça allait accepter ou refuser? Là, on va rentrer dans l'analyse. On va rentrer dans l'analyse fiction. Parce que je ne peux pas dire que si c'est là-bas, ça va être accepté ou ça va être refusé. Parce qu'après tout, il y a une autorité qui... C'est vous qui avez parlé d'enceinte. Juste pour voir. je suis très aligné sur, pas sur vos opinions, mais sur votre approche. On a un président qui veut nous mettre sur un terrain glissant ce matin. Il faut qu'on soit clair. Nous, ce que nous décryptons aujourd'hui, c'est les faits, c'est qu'il y a. Et puis quand vous regardez le document qui nous a été tous partagé, qui est signé donc du maire, voilà, Christian Charles. C'est pas le maire, c'est dans tous les cas, c'est le secrétaire général. Voilà, Christian Charles. En tout cas pour le maire par délégation, le secrétaire général. Et il dit d'abord que il a eu une lettre en date du 6 août. L'informant de la co-organisation avec d'autres structures de la société civile d'une marche meeting contre la présence de bases militaires. Il n'a pas dit d'une marche, il a dit d'une marche meeting. Mais à la fin, sa conclusion, c'est de dire, en conséquence, lorsqu'il finit de donner ses raisons, il dit en conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner suite favorable à votre requête. Maintenant, il n'a pas dissocié la marche du meeting. Est-ce que ça veut dire que... Parce que les organisateurs, ils ont revu, comme vous le disiez en introduction, ils ont revu leur programme initial. Ils ont annulé la marche. Comme vous le disiez, on ne dit pas, le meeting ne nous pose pas de problème, mais la marche, nous ne pouvons pas la sécuriser. Voilà pourquoi je dis que quand on lit la lettre, dedans, c'est pas
Si le problème c'est sécuriser la marche qui est névralgique, ou bien c'est un jugement de valeur qu'on émet sur les raisons pour lesquelles la sortie se fait et sur le contexte dans lequel il se fait, parce qu'on parle d'inopportun. C'est un peu là où on reste un peu sur la fin dans ce qui est donné. Maintenant, on verra le 12 si le meeting aussi est conseillé. Si qu'est-ce que vous entendez par l'opportunité? Est-ce que c'est l'objet? C'est l'objet et le caractère inopportun. Quand on parle d'inopportun, c'est quoi? C'est relativement à un contexte et à une réalité. Maintenant, la réalité doit être bien définie. On nous dit contexte sécuritaire et mobilisation des forces. Est-ce que c'est une question d'indisponibilité ou de difficulté à avoir des hommes à sécuriser une marche? Parce que pourquoi est-ce qu'il y a une note d'information? On n'a pas dit autre chose. Lui-même il reconnaît. Il parle d'une note m'informant et à la fin il dit que il est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Ce n'est pas une requête formulée en termes d'attente de la part du maire d'un certain consentement ou non. C'est une note l'informant d'une manifestation et qu'il prenne les mesures pour accompagner. C'est comme ça que ça se fait. Les mesures sécuritaires s'entendent. Exactement. Maintenant, si vous êtes dans l'incapacité de sécuriser, vous dites un peu pourquoi. Et surtout pour ne pas autoriser une autre activité à la même date. Évidemment. Maintenant, quand vous prétextez de l'inopportunité, sans préciser de façon très claire si c'est un jugement de valeur sur les raisons pour lesquelles vous sortez lié au contexte, ou bien c'est la difficulté à mobiliser des gens pour cela. Moi je dis ça fait qu'on est un peu dérangé. Avant c'était l'illégalité, maintenant c'est l'inopportunité. Qu'est-ce qui nous sera servi demain pour refuser des marches? C'est la question qu'on pourrait se poser. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les marches sont interdites? C'est le débat. Maintenant, est-ce qu'on peut décider d'interdire les marches tous azimuts? Au nom de quoi et pourquoi? D'accord. On va s'arrêter comme ça, ainsi sur cette actualité. Nous allons essayer de rentrer en contact avec l'autorité communale pour qu'elle s'explique publiquement. Parce que c'est à ne plus comprendre souvent face à certaines réalités. Alors, merci de nous avoir donné vos avis, messieurs les juges au siège. On va maintenant parler d'autre chose. Ça, c'est une information qui nous a été partagée par nos confrères du journal Le Pays, qui révèle que selon des sources crédibles, une pression est exercée sur le Burkina Faso, notre pays, au sein de la communauté internationale, pour que le Burkina accepte une mission de maintien de la paix sur son sol, et au regard de la situation, la crise sécuritaire que nous connaissons, les déplacés internes, etc., etc. Alors, le journal révèle que, selon ces informations, les autorités ne sont pas très intéressées par cette idée, mais il y a toujours une pression, on ne sait pas de qui vient cette pression, mais en tout cas, on pose le débat. Est-ce que, à ce jour, au regard de la situation que nous traversons au niveau du Burkina Faso, une mission de paix est nécessaire et utile? Ben Abouma. C'est une question qui est très difficile à répondre parce que je n'ai pas des éléments terrain qui me permettent effectivement de le justifier. Notre situation est-elle désespérante au point de faire appel à une mission de paix? Il y a plusieurs questions que je me pose parce que depuis un certain temps, il y a des articles de presse qui tendent à nous faire croire un certain nombre de choses. Et en même temps, sur le front, nos forces de défense et de sécurité sont en train d'engranger des victoires. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la communication, ces derniers temps orientée dans certains médias, même qui nous servent ça depuis l'Occident, sont orientés et canalisés vers une seule direction. Est-ce qu'il y a un lien à voir forcément? Je ne sais pas. Mais aussi que cela puisse paraître, cette pression internationale dont il est question, on ne sait pas c'est de qui. Quels sont les pays qui en ont fait cas? À Ouagadougou, tout récemment, vous avez eu la rencontre au niveau de la CEDEAO sur la question. Roch-Marc Christian Kaboré, président du G5 Sahel, est parti à l'Assemblée générale des Nations Unies avec dans sa valise, effectivement, les attentes et les doléances exprimées par les États de la CEDEAO que Roch a transmis à l'ensemble des États qui étaient présents. Emmanuel Macron a plaidé effectivement par rapport au chapitre 7 en ce qui concerne cette zone-là. Et à cette occasion, je n'ai pas entendu quelqu'un qui ait parlé effectivement de cette mission de maintien de la paix. Bon, je ne sais pas. Au Mali, en 2012, c'est à la demande de l'État malien
que les forces françaises, c'était d'abord une demande aérienne, un appui aérien. Après, Paris a dit qu'il faut demander en même temps un appui terrestre. Donc c'est la demande de l'État malien que Paris est entré en action là-bas. En Côte d'Ivoire, en 2002, pendant la crise ivoirienne, c'est à l'issue des négociations, et puis bon, à la demande que la force française avait fait ce qu'on appelle en son temps la zone tampon. Même si à un moment donné, cette force française avait bombardé les Sukhoi de Laurent Gbagbo. Pour revenir au cas malien, c'est d'abord à leur demande. Pour notre cas, parce qu'au Mali, la différence c'est qu'il y avait ces colonnes depuis Cap qui déferlaient sur Bamako. Donc il a fallu cette riposte-là pour stopper effectivement une telle situation. Mais est-ce que nous, dans ce contexte, on est arrivé à ce niveau véritablement d'état critique de la situation? Nous avons effectivement des déplacés internes. Un affrontement communautaire grandeur nature, on a vu le cas de Yirgou, et après Yirgou, il y a Arbinda aussi, il y a eu des épisodes qui n'étaient pas du tout intéressants. On a vu également le week-end ce qui s'est passé. Maintenant, de là à demander une mission de la paix, et que c'est des gens de l'extérieur qui mettent la pression pour que le Burkina accepte, c'est en ce moment que je me pose des questions. Mais étant donné que le journal Le Pays, c'est un journal qui a une très bonne réputation et qui a ses sources, et qui dit que des sources crédibles, je m'en tiens à cela. Mais compte tenu du fait que je n'ai pas la réalité de terrain en termes d'opportunités d'appui au niveau des forces onusiennes, je ne peux pas en dire plus. Alors, Geoffroy, nous savons que d'ordinaire, les missions de maintien de paix de l'ONU interviennent dans des pays où la situation est véritablement incontrôlable par les autorités en place. Est-ce que pour ce qui est de notre situation, nous sommes dans ce seuil critique? Le problème n'est pas de savoir si on est dans un seuil critique ou pas. Je pense que quand on voit le nombre de déplacés internes et tout, on se rend compte que la situation de sécurité est une grosse préoccupation et que l'offre domestique qu'on a aujourd'hui peine à faire barrière de façon concrète, mais elle se bonifie. Au moins c'est ce qu'on pourrait dire, parce qu'on a, comme le disait Bernard tout à l'heure, des résultats de plus en plus probants. Mais je dis aussi, c'est pas parce que vous êtes très malade que vous allez vous obliger à prendre le comprimé du voisin qui n'a même pas marché avec lui, qui a la même maladie que vous et qui a empiré son cas. Prenez le cas malien, la MINUSMA a fait quoi là-bas? Quand vous voyez la plupart des chefs d'État qui demandent plus de robustesse dans les missions de la MINUSMA, c'est reconnaître à demi-mot les incohérences, les faiblesses de cette mission-là. Et puis, depuis leur présence avec même les forces françaises et tout, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un Mali encore plus déchiré, où au problème terroriste est venu s'ajouter, parce que il y a des clivages qui existaient avant, et parce que la question n'a pas été bien gérée et qu'elle s'est empirée, il y a des questions communautaires qui sont venues se greffer à cela. Donc on est dans une situation qui s'empire. Voilà un remède qui est en train d'être appliqué à côté. Vous voyez que c'est en train d'aggraver le cas du malade, et parce que vous ne vous sentez pas bien, vous voulez prendre le même remède. Mais vous allez avoir la même fin. Ça, c'est une réalité. Maintenant, à quoi bon essayer ces forces-là? Lorsque, au niveau régional, quand on a eu la rencontre de Ouagadougou, on a vu de façon très claire comment est-ce que les chefs d'État, diagnostiquant le problème, ont décidé de faire une alliance. J'ai parlé de la MINUSMA pour plus de robustesse dans ces missions, et puis ils ont parlé de la question la question de réseau, notamment entre les sécurités que nous avons et puis les questions de renseignement. Ça demande aussi des moyens, ces choses-là. C'est des choses concrètes sur lesquelles ils veulent être accompagnés. Et aussi, le nerf, le tout n'est pas militaire. La vraie réalité, elle est d'abord développement. Tant qu'on aura des parties de pays qui se sentent délaissés parce que le développement n'y est pas, parce que les projets n'y arrivent pas, parce que les décisions prises depuis le palais présidentiel ne les impactent pas dans leurs conditions de vie en termes d'amélioration, ils seront ils seront un genre de niche pour cette menace terroriste-là. C'est des gens dans lesquels on partira puiser. Donc c'est des questions comme ça qu'il faut régler de façon très claire. Bernard parlait du cas ivoirien.
On a vu comment ça s'est passé quand Gbagbo Laurent, sous la base des contrats militaires qu'il avait avec des forces étrangères et même des appels qu'il a lancés à l'ONU et tout, attaqué, il a dit que ça venait d'un autre pays comme base arrière et tout. Ils ont dit c'est pas possible, nous on voit là un affrontement inter-ivoirien. Maintenant, quand les forces ont tenté, elles ont raté Abidjan, elles se sont repliées. Très vite, on l'a obligé à des négociations pour installer un cordon. Mais qu'est-ce que ça a donné à la fin? Il est tombé. C'est la réalité. Donc, quand on parle d'interposition, pour nous, c'est-à-dire que on crée une certaine léthargie qui en dessous il y a un pourrissement qui ne dit pas son nom. Et après, c'est difficile de venir régler les plaies qu'on a cachées pendant longtemps. Je pense que le Burkina peut s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir tout seul parce que la question du terrorisme est une question qui concerne toute la sous-région. Elle va s'en sortir avec les autres pays qui ont déjà commencé à travailler avec le Burkina et qui ont des rencontres et qui ont adressé les réponses aux questions et aux besoins qui sont les leurs. Je pense que c'est mieux de regarder vers là-bas plutôt que de venir créer des relais de rumeurs qui n'ont pas marché. Et puis pendant ce temps, on a des populations qui souffrent, on a des populations qui commencent à oublier qu'il y a un ennemi commun, qui commencent à se taper entre elles et qui oublient qu'ils sont pendant ce temps en train de piller son sous-sol. C'est ça la vérité. Le Burkina n'a pas besoin de ça. Bernard, quand on suit un peu les différentes réactions de part et d'autre, pour certaines personnes, ce n'est même pas une question à envisager parce que les missions onusiennes sont souvent vues comme une malédiction sur le continent, parce qu'on sait quand est-ce qu'elles commencent, mais jamais quand est-ce qu'elles partent. Est-ce que c'est à éviter aussi sur le sol burkinabé? Il y a fondamentalement une question à se poser. C'est parce que au Mali, 12 000 hommes, avec toute la logistique qui va avec, le phénomène n'est pas endigué. Les chefs d'État l'ont dit. Roch-Marc Christian Kabore l'a répété à la tribune des Nations Unies. Nous avons, au cours du tribunal de l'actualité, passé en revue ce message. Il y a au moment où on se pose la question de savoir l'opérationnalisation, comme on appelle ça, la nécessité de cette force-là au Mali. C'est en ce moment on nous dit qu'il y a des groupes qui mettent la pression pour le Burkina d'accepter. Si le Mali avait été solutionné totalement, on n'en aurait même pas au Burkina. Parce que c'est lié. Exactement. C'est lié. Mais au moment où on demande, les chefs d'État de la zone demandent un renforcement, c'est-à-dire comment on appelle ça, de la force pour la rendre plus opérationnelle. Au moment où ils demandent également de l'endosser au chapitre 7 des Nations Unies, après la charte des Nations Unies, on vient nous dire qu'il y a des pressions qui sont exercées pour le Burkina pour accepter. Bon, j'ai dit, moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'au Mali, s'il y avait une solution définitive, on n'en serait pas là. Et donc, vous avez ces collaborations, ces forces-là viennent, mais après, vous ne vous en trouvez pas. J'ai bien fait de citer en Côte d'Ivoire, Geoffroy l'a dit, mais Gbagbo a été clair sur la base de la coopération qui lie la Côte d'Ivoire et la France sur le plan militaire. Cette coopération militaire stipule que normalement, quand la Côte d'Ivoire est agressée, la base, la France soutient. Puisque c'est le pouvoir légal qui a été tapé. C'est le pouvoir qui a été tapé. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là et vous ne tapez, vous n'aidez pas? Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Entre Laurent Gbagbo et la rébellion, c'est qui incarne? C'est avec qui la France normalement a discuté sur la base des accords? C'est l'État. Mais l'État a été tapé, il n'y a pas eu grand-chose. On s'est posé la question jusqu'à présent. Donc, maintenant, est-ce que ce travail, ce n'est pas intentionnel? Est-ce que ce n'est pas une communication voulue par certains? Je ne sais pas. Mais quand on dit des groupes sont en train de mettre la pression, mais j'aurais aimé que ces groupes-là mettent la pression internationale. Cette pression internationale se fasse sur la MINUSMA pour qu'elle soit plus opérationnelle. Plus robuste. Plus robuste. Dans ses missions. Dans ses missions, avec les moyens que cette même mission a. Je prends toujours cet exemple. À Pendjari, au Bénin, on a pris quelqu'un. Il a été retrouvé dans le Sahel burkinabé quelques jours après. Que ces mêmes moyens qui ont été servis pour faire ce travail-là puissent servir à identifier ceux qui s'alignent. Il y en a qui s'alignent à moto dans le Sahel burkinabé. Des colonnes de moto. Ça, on n'a pas vu, on ne voit pas. Mais c'est quand un compatriote est enlevé de l'autre côté, on peut retrouver ces traces jusqu'à au Mali, et pardon, dans le Sahel burkinabé pour que la personne soit libérée. On peut se poser des questions sur effectivement la qualité de la collaboration. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce groupe-là doit également mettre la pression pour une mission plus robuste au Mali. D'accord. Et puis moi, je rappelle qu'il y a un bon travail qui avait été fait par une revue financée par l'AFD, Agence française de développement, dont les conclusions n'ont jamais été publiées.
Parce que le bras financier, qui est l'AFD, n'a pas voulu au regard de ce que ça donnait à la fin. Et ça a été mené par des Américains, ce travail-là, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre des gens qui avaient le même sentiment qu'eux, mais là, ils ont pris un regard qui était différent. Mais il ressort qu'il y a de véritables problèmes quand on parle de cette MINUSMA. Ils parlent des relations avec même les forces françaises qui sont là-bas, où il y a une forte dépendance. Il y a des camps qui sont concomitants, il y a des comment on appelle ça, du renseignement qui parviennent aux forces françaises qui ne sont pas partagées à ces forces onusiennes-là, et ça crée de véritables problèmes sur le terrain. C'est impressionnant, et c'est le Monde.fr qui en a publié une bonne partie. Quand vous le lisez, c'est édifiant. Maintenant, si c'est ce type de remède-là qu'on veut mettre ailleurs, moi je dis qu'il y a un problème alors que ça n'a rien solutionné. Et puis, maintien de la paix. Il faudrait qu'on comprenne aussi quelque chose. Nos pays sont en guerre. Nos pays sont en guerre contre des terroristes. Quand vous n'avez pas gagné la guerre, là, vous voulez maintenir quelle paix? C'est une façon d'empêcher de continuer une guerre. Parce que, j'ai dit que c'est comme ça, très souvent. On rentre dans un genre de léthargie où on oublie qu'on a un ennemi qui, pendant ce temps, pour les parties de terre qu'il occupe, commence à les vendre. Il vend à qui fait des exploitations. Et il achète ses armes comment? Quand vous vous réveillez et que vous voulez les taper, vous vous rendez compte qu'ils sont beaucoup plus robustes que vous, parce qu'ils ont eu le temps de se refaire. Et je crois qu'on est en guerre. Le temps de maintien de la paix n'est pas encore arrivé. Quand on va finir de gagner, on va penser à maintenir la paix. Visiblement, cette lutte contre le terrorisme appelle une certaine intelligence et on espère que nos autorités en feront preuve. Merci à tous les deux d'avoir donné vos avis sur ces deux actualités. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.